Parmi les fantasmes associés au numérique, il y a certainement celui du progrès et de la richesse. Posséder ou non les derniers gadgets numériques est souvent considéré comme un marqueur de modernité et que les autres besoins, nourriture, logement, sont déjà satisfaits. En fait, à y regarder plus près, le numérique a pénétré tous les aspects de nos vies et cette vision est peut-être un peu dépassée. À l'échelle personnelle, peut-on vraiment se passer de numérique aujourd'hui ? En tout cas, beaucoup de nos besoins fondamentaux, qu'on le veuille ou non, passent aujourd'hui par des chemins numériques. Avoir accès ou pas à certains outils technologiques, ou même être capable de les utiliser, nous inscrit dans un certain rapport au monde actuel. Ça, on peut par exemple l'observer sur un type de population, en particulier les exclus, les SDF, les exilés, celles et ceux qui vivent à la marge. Si on ne réfléchit pas, on pourrait penser que le numérique joue un rôle secondaire dans la vie de ces personnes. Mais comme nous le verrons aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, leur rapport au numérique nous en dit par réflexe beaucoup sur nous aussi. En France, depuis 2014, il existe une association fondée par Jean-Marc Potvin appelée Entourage. Leur but est de lutter contre l'exclusion des gens à la marge, en passant aussi par le numérique. L'association fait beaucoup de sensibilisation, mais aussi développer 3 applications: Entourage local, pro et sport. Avec Guillaume Sénéchal, responsable communauté dans l'antenne marseillaise d'Entourage, on discute de précarité et de matérialité du numérique, des personnes exclues et du rôle qu'essaye d'avoir Entourage dans tout ça. Ok, je lance Azerty. De l'extérieur, c'est assez simple de penser que les besoins d'une personne exclue, ou à la marge, sont d'abord des besoins dits fondamentaux, comme avoir un toit sur la tête ou de quoi manger. C'est d'ailleurs sur ces besoins vitaux que se concentre une importante partie du travail des associations de terrain. Mais l'un des besoins primaires de l'humain, c'est aussi le besoin de lien social, et c'est là-dessus que se concentre le travail d'Entourage. Comment créer du lien entre personnes exclues socialement ? Et même y inclure, pourquoi pas, des personnes plus intégrées dans la norme sociale. Comment faire ça sans que ce soit bizarre ? Comment créer une communauté autour de la réponse à ce besoin ? Entourage, notamment Entourage local, c'est une tentative de répondre à ces questions justement, à travers une application qui amène à la rencontre physique lors d'événements par exemple. Cette volonté est louable, mais d'office, quand j'entends cette description, j'imagine déjà quelques avis en réaction, souligner à quel point le numérique est quelque chose qui nous isole d'abord. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est la question du public. À qui s'adresse cette application ? Qui sont les personnes qui sont en mesure de participer, de s'inscrire dans cette communauté ? Entourage s'est créé vraiment sur cette thématique de personnes exclues, sans-abri, SDF. Aujourd'hui, on est vraiment en train de s'ouvrir à beaucoup d'autres typologies, entre guillemets, de personnes. On va aller vers les réfugiés, les mineurs isolés, on va aller vers les femmes célibataires, avec très peu de moyens, etc., etc. Le projet et la vie, l'état de la société aujourd'hui nous montre qu'on doit aller, entre guillemets, un petit peu plus loin. Donc déjà, là-dessus, c'est quelque chose qui m'a un petit peu changé sur les personnes qui ont besoin. La deuxième chose, et c'est en lien avec ça, et je pense que tu as dû t'en rendre compte et que tout le monde a pu s'en rendre compte aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand par exemple on organise un événement, finalement, ce qui va changer, c'est pas tant l'historique des personnes, d'où elles viennent, leur situation, c'est plutôt leur besoin ou non de s'inclure et de rencontrer du monde. Donc la dernière pétanque, c'est des événements qu'on propose assez simples, où le but est vraiment de se rencontrer. On avait aussi bien un étudiant réfugié ukrainien qui avait une famille et des moyens, mais simplement qui avait dû partir et qui avait envie de rencontrer du monde. Des étudiants d'une école de commerce, dont un Nigérian et un Coréen, qui venaient d'arriver et ils avaient envie d'en savoir un peu plus et de rencontrer du monde. Des personnes qui aiment la pétanque et qui se sont dit autant le faire dans un cadre solidaire, et d'autres personnes qui souffrent de précarité, des personnes qui n'ont nulle part où aller le soir, ou d'autres qui sont accompagnées. Ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'on voit que finalement, les personnes qui ont besoin de lien social, ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire je suis dans une situation, j'ai des moyens et je veux accompagner, ou je suis à la rue et j'ai besoin d'être accompagné. En fait, c'est un autre marqueur. Si vraiment on revient tout de même sur la majorité des personnes qui souffrent d'absence de lien social, de précarité, etc., c'est quand même une partie des personnes. Nous, c'est un premier temps sur comment on va les chercher. On fait des permanences dans des structures sociales et on noue des partenariats avec des structures qui travaillent avec ces personnes pour aller les connaître, leur donner confiance et les inviter à rejoindre nos programmes. Sur la typologie, entre guillemets, ou de public et de personnes, c'est vrai,
qu'on a encore aujourd'hui, du coup, puisqu'on est seulement en train de s'ouvrir un public majoritairement précaire qui a vécu à la rue ou qui est accompagné, on va dire. On a ces personnes-là, c'est malgré tout essentiellement des hommes aussi, et là-dessus, c'est quelque chose qu'on veut essayer de changer. Aujourd'hui, la précarité des femmes est quelque chose qui, le fait d'être une femme, entre guillemets, pousse encore plus à la précarité, et une fois qu'on se retrouve dans cette situation, notre genre va encore plus, entre guillemets, jouer contre nous. Donc voilà, aujourd'hui, il y a ce public-là, essentiellement composé d'hommes, sans-abri, SDF, ou en tout cas dans des situations d'exclusion, avec voilà, généralement peu de moyens, mais pas uniquement. Un peu de vocabulaire d'abord. Guillaume nous explique qu'un sans-abri est une personne sans domicile fixe au sens strict. J'ai rien la nuit pour m'abriter. Un sans domicile fixe ou SDF, quant à lui, peut passer par des phases de sans-abrisme, mais aussi aller chez un ami, dans une structure dédiée, revenir à la rue. Dans un cas, il s'agit d'une situation inscrite dans les temps, dans l'autre, c'est plus compliqué. Je dois dire que ce sont des sujets que je connais relativement peu. Et au début de l'entretien, j'avais un peu peur d'imposer involontairement des jugements, une morale, à un type de personnes sur lesquelles les poids moraux et les regards des autres est déjà fort. Finalement, je ne sais même pas quels sont leurs besoins réels. Et à cet égard, nous avons essayé de comprendre avec Guillaume comment Entourage s'assure que l'application répond à leurs besoins et pas à ceux besoins que nous pourrions projeter sur ces gens-là. L'application, en fait, elle va permettre, évidemment que c'est un outil, évidemment que c'est pas une fin en soi, évidemment que ça remplit une mission, mais ça en remplit pas d'autres. C'est-à-dire, c'est vraiment complémentaire à tout ce que nous, on peut faire en physique et tout ce que d'autres structures, évidemment, font en physique. En soi, elle ne pourrait pas être unique pour répondre à tous les besoins des personnes qui la nécessitent. Là où nous, on engage des personnes, et là, vraiment, du coup, on va parler des personnes qui peuvent avoir un téléphone dans un premier temps, c'est que grâce à cette application, elles vont pouvoir directement entrer en contact avec des personnes physiques, privées ou des associations sans passer via un relais. Ça, c'est une des premières choses. Aujourd'hui, le téléphone, heureusement, malheureusement, mais c'est un des rares objets, en fait, qui va pouvoir relier et connecter tout type de personnes. Et là, on peut parler en fonction des situations, mais on peut parler à travers le monde. Aujourd'hui, tout le monde a ou doit avoir un téléphone poli. Et quand je dis doit avoir, c'est évidemment des personnes n'en ont pas, mais pour plein de raisons qu'on verra, tout le monde doit en avoir. Nous, ce qu'on invite à faire, c'est à dire, grâce à ce téléphone, tu vas acquérir une certaine autonomie. On va vraiment, et on pourrait voir, travailler là-dessus. On traduit dans beaucoup de langues l'application. Il y a plus de 200 comptes aujourd'hui qui sont dans des langues étrangères. Il y a l'arabe depuis peu, par exemple. Et ensuite, on va aussi aller vers les structures et les associations pour, elles, les former à l'utilisation de l'application, parce que elles peuvent aussi l'utiliser pour des personnes qui ne vont pas avoir de téléphone, mais aussi elles pour aller publier leurs événements, chercher des personnes qui pourront en avoir besoin. C'est vraiment un outil qui va donc pouvoir servir à une personne isolée, soit en direct, soit grâce à l'accompagnement d'un citoyen ou d'une structure qui, elle aussi, va pouvoir utiliser cet outil. Quand j'ai téléchargé l'application, pour la tester, je suis tombé sur un article, puisqu'il propose aussi de chouettes articles sur l'appli, qui remettait en question la pyramide de Maslow, aussi appelée la pyramide des besoins. Cette pyramide, elle hiérarchise les besoins des individus et elle repose sur l'idée que les besoins fondamentaux doivent être satisfaits avant que les individus ne puissent se concentrer sur des besoins plus élevés. Dans l'ordre de la base, au sommet, on a les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Cette pyramide, elle a évidemment été vivement critiquée depuis sa création en 1943, mais il n'est pas rare de l'avoir encore utilisée comme grille d'analyse pour certaines situations, puisqu'elle est assez accessible. Instinctivement, par exemple, on pourrait se dire que pour une personne à la rue, le besoin d'appartenance passe après les besoins physiologiques et les besoins de sécurité. Mais le smartphone alors, s'inscrit-il dans cette pyramide ? Aujourd'hui, toi comme moi, on est, au-delà du fait qu'on est dépendant, c'est qu'on met tout en place, malgré nous, pour qu'on l'on utilise un téléphone mobile et un smartphone. Il y a quelques temps, je suis parti voyager. Ça fait à peu près 6 à 8 mois, j'ai remplacé mon téléphone parce que je l'ai perdu et du coup, j'ai un iPhone 5, donc qui est obsolète sur plein de points. Et je ne peux pas avoir l'application de ma banque, délicat, pour pouvoir faire un virement. Je me suis retrouvé dans une situation où j'avais besoin d'argent, d'en virer d'un compte à un autre, etc., etc. C'est une organisation. Encore aujourd'hui, ça fait 8 mois et je suis pas assez organisé pour bien penser à avoir mes billets de train sans l'application, etc., etc., pour faire des demandes à la banque pour ci, pour ça. Donc en fait,
toi, comme moi, comme n'importe qui va se retrouver dans cette situation. Donc en fait, on l'a mis, entre guillemets, on l'a fait changer de place dans cette pyramide, mais malgré nous, malgré le fait qu'en soi, ça soit vraiment quelque chose d'important. C'est comme si on avait inversé, entre guillemets, cette pyramide, mais sans vraiment d'intention peut-être, sans vraiment y penser. Si ça s'était fait comme ça un petit peu, il y a ce téléphone qui est là, il y a l'obligation pour les personnes d'avoir un téléphone, et à côté de l'obligation, il y a aussi forcément des choses entre guillemets positives. C'est aussi le téléphone un moyen de garder contact avec sa famille, de s'occuper, voilà, plein d'autres choses. Donc de fait, aujourd'hui, on va avoir besoin d'aller tendre vers un téléphone. Et comment nous, on va aller justement utiliser cet état de fait, entre guillemets. On peut d'un côté le combattre, on peut aussi à côté essayer d'en faire une force pour aller à contre-pied justement du téléphone qui casse le lien social. Et je pense que c'est vrai d'un certain point de vue. Et nous, comment on va utiliser le téléphone et le numérique pour au contraire le renforcer. C'est intéressant parce qu'en fin de compte, comme nous l'avons dit, nous en savons très peu sur la vie de ces personnes à la marge. Et du coup, parfois, je me dis que nous avons une vision un peu statique de la marge. Nous ne savons pas ce que ces gens étaient avant la rue et ce qu'ils seront après la rue. Nous les voyons à un moment précis de leur vie, mais ce n'est pas nécessairement toute leur vie. Peut-être que certains d'entre eux et elles ont été ou seront très au fait des technologies numériques, à l'aise avec des tablettes, des ordinateurs, etc. Et du coup, voilà la réponse de Guillaume qui, je dois l'avouer, m'a un peu surpris. Il y a une étude sur laquelle on base une grosse partie de notre travail, c'est une étude de Solinum qui fait le Soliguide, etc. Et qui a une étude justement qui date de 2018, hein, c'est un peu long, mais ça a pu que évoluer dans ce sens, sur justement le fait, dans ces recherches, on est à plus de la majorité des personnes alors qui ont été sans-abri SDF, sont alors pas inclus numériquement, mais sont à l'aise avec le numérique. Si on parle d'une population, je ne sais pas, plus âgée, une population plus intégrée, plus riche, blanche, etc., peut-être que les chiffres seront beaucoup moins importants finalement, en fait. Donc oui, ce sont des personnes aujourd'hui, je pense que le fait d'être à l'aise avec un outil numérique n'est pas forcément entre guillemets lié avec, même si évidemment que ça y contribue parce que on y a moins accès en fait, et c'est là où on parle de lien social. C'est cette rupture de lien social qui va mener à la précarité, souvent. C'est le point de départ. J'ai une rupture dans ma vie sentimentale, je me sens un petit peu moins bien, je commence à avoir, je sais pas, ces comportements, je vais perdre mon travail parce que c'est difficile, etc., etc. J'entre dans une boucle qui a aussi bien des causes très concrètes, pratiques matérielles, et des conséquences qui le sont moins, comme la perte de confiance en soi, etc., etc. Et du coup, très rapidement, et moi aujourd'hui, ça c'est personnel, je pense que si on ne fait pas attention aux personnes qui sont autour de nous, qui sont exclues, qui ont l'air différentes, c'est parce qu'on a peur de devenir comme elles. C'est parce qu'en fait, on a ce truc qui nous fait dire mais ça va tellement vite. En fait, ça va tellement vite et n'importe qui peut arriver dans cette situation. Et typiquement, il y a des choses évidemment qui ressortent. Il y a une grande partie, je ne sais plus quel est le chiffre, pas une majorité, mais de personnes qui vont être à la rue, qui sont issues de l'ASE. Qui ont du coup, voilà, à 18 ans, dû se retrouver dehors. On va avoir aussi des populations immigrées qui vont arriver et se retrouver dans cette situation. Donc, évidemment qu'on peut faire des rapprochements. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé et pourtant qui est un peu comme un éléphant au milieu de la pièce dans nos discussions, c'est la question de l'accès au numérique. Si on parle de personnes SDF, de personnes exclues, et qu'on cherche à recréer du lien social par le biais du numérique, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est comment ces personnes ont accès au matériel de base, puisque le numérique, ça reste quelque chose quand même de très concret, de très physique. On a besoin d'un support pour y accéder. Alors, dans ces situations, comment trouver un smartphone? Comment trouver une SIM pour avoir Internet? Et même, comment avoir un abonnement téléphonique sans adresse? Clairement, aujourd'hui, avoir un téléphone portable qui fonctionne, etc., c'est une difficulté. Hein, tout à l'heure, on parlait de, entre guillemets, l'obligation d'en avoir un. C'est pas l'obligation qui fait la facilité de s'en procurer. Du coup, là-dessus, il y a de plus en plus de structures, d'associations
qui veillent ou qui travaillent pour équiper les personnes qui ont besoin, avoir des lieux où recharger, etc. On a par exemple sur Bordeaux et Paris, on a le Wanted Café. Il y a la Cloche qui a via le Carillon un ensemble de commerçants solidaires qui proposent plus ou moins différents services. On peut venir boire un café suspendu, on peut aller aux toilettes, on peut recharger son téléphone. On a Emmaüs Connect, du coup qui travaille sur l'accès à des moyens de connexion à prix solidaire, à du matériel reconditionné bon marché et à de l'apprentissage aussi gratuit. On parlait tout à l'heure de l'apprentissage, etc. etc. On a des initiatives, on a un accès qui est compliqué mais un peu plus facile encore aujourd'hui à une carte SIM. Ce qui va être difficile, on va voir, c'est parfois la domiciliation. Par exemple, il y a une des choses à faire assez rapidement quand on essaye de s'insérer, c'est évidemment se domicilier, notamment au CCAS, pour avoir une adresse qui nous permet d'engager plein de démarches et qui est la base de tout. Donc évidemment, il y a un frein à l'utilisation de ce téléphone. On a des forfaits où on peut avoir simplement acheter une SIM où on a uniquement WhatsApp, par exemple. Ça, c'est autre chose. C'est l'importance d'avoir Internet. Ça, c'est une deuxième chose. Et ça, c'est vraiment une seconde difficulté, mais c'est limite encore plus important. Le fait d'avoir une domiciliation, ça va être aussi important pour avoir parfois un forfait, que plein d'autres choses, en fait, qu'entamer toutes sortes de démarches, etc. Donc, au final, évidemment qu'il y a des difficultés à accéder à la possibilité d'une carte SIM ou autre, mais qui a la même difficulté que celle, malheureusement, d'accéder à un éventail d'autres services pour lesquels on a besoin, effectivement, de domiciliation ou autre. Donc, je suis pas spécialiste, par exemple, des réfugiés qui arrivent ou autres, mais on se retrouve très souvent à avoir besoin d'un papier pour en avoir un autre. Il y a des personnes et des associations qui vont aider, qui vont accompagner sur tiens, quel papier demander, qu'est-ce qu'il faut dire. Et c'est vraiment tourne ça de cette manière, allons dire ça. C'est un chemin qui parfois se répète et est très très long. Et malheureusement, nous, on n'a pas trop d'impact, ou en tout cas de pouvoir de changer les choses. Ces discours me rappellent des souvenirs. Or, loin de moi de mettre mon expérience sur le même plan que celle d'un exilé, mais quand je suis arrivé en France, je me suis heurté aussi à ce que j'appelle les cercles infernal de la bureaucratie. Pour avoir une carte SIM, il faut avoir un domicile, mais pour un domicile, il faut avoir un toit. Pour une location pour avoir un toit, il faut un compte en banque français, mais pour un compte en banque, il vaut mieux avoir un domicile et une carte SIM. Et la sécurité sociale, encore un autre cercle. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la dématérialisation des démarches, il y a un continu aller-retour des bureaux physiques vers les pratiques en ligne et vice-versa. Mais quand on est dans le système, c'est un grand classique français et aussi italien de se plaindre de la bureaucratie. Mais il est difficile d'expliquer les poids qui prennent toutes ces procédures quand on est hors système, quand on ne parle pas bien la langue, quand on ne sait pas comment convaincre les gens qui nous sont en face. Imaginez que vous venez de la marge. En tout cas, ceci n'est pas le travail direct d'entourage pour l'instant. L'accent est mis sur les liens sociaux. Mais du coup, je me demande, dans la pratique, comment l'application fonctionne. D'abord, il y a la question de la création de communautés. Comme j'expliquais, on va aller sur le terrain rencontrer des gens, on va nouer des partenariats avec des structures qui travaillent avec ces personnes-là et qui vont pouvoir partager les outils ou simplement les utiliser pour elles. Ensuite, il y a aussi la rencontre lors d'événements. Donc, on organise des petits événements qu'on propose sur l'application et qui regroupent des événements d'ailleurs qu'on organise ou que d'autres structures organisent. On va organiser ces petits événements où les personnes vont pouvoir se rencontrer. C'est aussi une manière d'aller voir des personnes directement. Une fois qu'on a créé cette communauté de personnes, là on parlait des personnes qui sont isolées, il y a aussi tout un travail de communication en ligne ou hors ligne pour parler du projet entourage, des campagnes de recrutement, de la com classique, plus ou moins, pour aller chercher des gens. On crée cette communauté et derrière, une fois qu'on a créé cette communauté, on a tout un ensemble de personnes qui sont là pour la maintenir et la fédérer. On a donc à la modération donc de l'application, c'est-à-dire qui s'inscrit, quel besoin il a, comment il va utiliser l'application. On a une personne en CDI dans chaque antenne. Donc les antennes, c'est Paris-Rennes et la Bretagne, Lille, les Hauts-de-France, Paris et Île-de-France évidemment, Lyon et ses alentours, Marseille et depuis peu Bordeaux. On a de la gestion de communauté. Tous les noms permanents sont aussi en community builder, se retrouvent en réunion à la semaine avec une personne qui chapeaute tout ça sur comment on va animer notre communauté. Donc leur travail, ça va être leur rôle, ça va être d'aller parler aux gens, d'aller s'assurer qu'ils aient compris comment fonctionne l'application et puissent l'utiliser, etc., etc. Sur l'application, on va retrouver en première page un résumé
d'un petit peu tout ce qui, toute notre vie sur l'application, tout ce qui s'y passe. On a un espace de contribution et de demande sur lequel n'importe qui, au titre d'une association, au titre d'une personne privée, peut demander ou proposer quelque chose, un bien, un service. J'ai besoin de vêtements, j'ai envie d'accompagner ou de couper les... Enfin, je peux donner, par exemple, une coupe de cheveux gratuite. Je dis ça parce qu'on a une structure qui s'appelle Coiffure du Cœur qui fait ça et qui met sur l'application. Là-dessus, je vais pouvoir aller contacter directement cette personne qui propose ou qui a besoin. On peut communiquer ensemble, on a un espace de discussion et là-dessus, on va pouvoir se retrouver, d'où la création de lien social, c'est que finalement, mon besoin et ma demande emmènent les personnes à se rencontrer. En 2024, on a eu 964 contributions qui ont été créées, c'est 14% en plus qu'en 2023. Donc, c'est un espace qui, entre guillemets, qui fonctionne et qui a tendance à grossir. Il y a des groupes de discussion privés, publics ou en privé avec des personnes pour échanger. Et il y a un espace événement sur lequel nous, on poste les événements qu'on organise ou d'autres structures peuvent poster les événements qu'elles organisent. Et quand on dit structure, en fait, c'est même une personne privée. Si toi, tu as envie de faire quelque chose, que ça correspond à notre charte, que c'est pour créer du lien social et que c'est ouvert à tout le monde et que tu ne sais pas comment aller toucher des personnes qui ont besoin, tu peux le publier, tu peux l'animer et nous, on peut t'accompagner là-dessus. Azerty. En écoutant Guillaume, je me souviens de la discussion avec Félix Tréguet il y a 2 épisodes sur la relation entre l'espace public physique et l'espace numérique formé par Internet et de comment ils sont différents mais intimement liés. Bon, malgré tous les critiques à l'égard d'Internet aujourd'hui, je trouve beau que nous parvenions encore à construire des relations humaines dans les 2 espaces, voire les construire dans le numérique et les ramener ensuite dans l'espace physique. Mais encore une fois, lorsque les personnes qui ne se connaissent pas interagissent sur Internet, la question de la modération de ces relations est centrale. Nous demandons donc à Guillaume comment cela fonctionne à la fois sur l'application, mais aussi une fois que les gens se rencontrent en présence. La modération qu'on va faire, c'est plutôt sur s'assurer que la personne soit dans la bonne discussion ou au bon endroit pour demander ce dont elle a besoin. Typiquement, on ne va pas pouvoir proposer quelque chose qui va être rémunéré. Même si, entre guillemets, ça pourrait être à un prix très accessible, etc. Il y a des groupes aussi, il y a des moments où, par exemple, quelqu'un va demander de faire une rencontre amoureuse parce qu'il se sent seul. C'est pas l'endroit. On va avoir une personne dans un groupe dédié à la culture qui va dire « Coucou, moi, voilà mon CV, voilà mon travail, j'aimerais qu'on m'accompagne. » On a Entourage Pro, c'est pas ça. Finalement, on voit que c'est surtout de la modération dans ce que je vais proposer. Est-ce que je suis au bon endroit sur la bonne plateforme et comment le faire plutôt que des échanges houleux, etc., etc. C'est plutôt là-dessus qu'on se situe. Et à côté de ça, on a aussi une équipe d'ambassadeurs. Nous, aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur l'engagement des citoyens. On recrute des bénévoles, mais on les recrute à l'année scolaire. En gros, on essaye de constituer des équipes qui s'engagent dans la durée. Et leur engagement, c'est à minima 2 heures par mois. Donc, en gros, l'équivalent d'un événement, de tenir un événement et de le tenir dans la durée. Ça nous permet quoi ? Ça nous permet de créer du lien social dans la durée, c'est-à-dire que des personnes retrouvent sur la plateforme, en direct, les mêmes personnes et qu'elles créent du lien. C'est des personnes qu'on forme, du coup, qui sont formées et à nos outils, et au lien social, et à certaines questions autour de la précarité. Et du coup, pas toutes, pas tout le temps, mais tout le monde va retrouver aussi les personnes avec qui elles communiquent de manière globale. À écouter notre invité, j'ai l'impression que l'équilibre entre communauté en ligne et communauté physique est plutôt bien réussi. Et personnellement, quand j'ai entendu parler d'Entourage pour la première fois, j'y croyais pas trop. Je me suis posé plein de questions sur l'intérêt de l'application et sur comment tout cela pouvait être géré. Pour être honnête, je crois que j'avais un peu peur de la manière dont on pouvait travailler avec ce type de public, comment intégrer ces personnes sans qu'il n'y ait des rapports bizarres de domination, ou en tout cas sans que la différence de milieu n'entrave le respect de chacun. Pour moi, le cœur d'un projet comme celui d'Entourage, il doit être porté avec les premiers concernés, et ça tombe bien, puisque c'est comme ça qu'ils travaillent. En effet, autour d'Entourage, les décisions se font dans ce qu'ils appellent un comité de la rue. Et on a demandé à Guillaume de nous en dire plus là-dessus. Déjà, Entourage, l'association s'est constituée, s'est créée autour d'un comité de la rue. Un comité de la rue, c'est, on va dire, un organe, une boussole éthique qui va orienter, prendre certaines décisions sur tous les plus ou moins grands ou toutes les choses impactantes liées au projet Entourage. On a des comités de la rue dans les antennes. Aujourd'hui, il y a une personne à Marseille et toutes ces personnes se réunissent au niveau national pour échanger autour de plein de sujets. Et quand je dis plein de sujets, ça va être aussi bien en ce moment la question du non-comité de la rue
qui est un peu remise en question. Est-ce qu'on a encore envie d'avoir ce mot rue? À quoi ça nous fait penser? On a aussi envie d'élargir à des personnes qui n'ont pas forcément vécu cette situation de rue, qui ont simplement souffert d'isolement, à d'autres problématiques un peu plus légères, ou même à ces idées de dire et si on allait travailler sur le côté sportif, etc., et du coup qui mène à la création d'entourage sport ou d'entourage pro. Sur ce qui est d'application, il y a un exemple qui me fait assez rire, c'est quelqu'un qui avait proposé un jour au comité de la rue, il y a un gros changement dans l'application, est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser pour faire une sorte d'application de rencontre aussi? Et quand je dis rencontre, voilà, parce que on a besoin de faire de la rencontre, on est isolé, on a quand même besoin de trouver un ou une partenaire, etc. Le comité de la rue a dit non. Si j'ai bien compris, c'est pas une association qui fait aussi de plaidoyer. Quand on voit ces genres d'associations, avec Alex, on ressent les besoins de poser une question. Leur travail est bien, on l'adore, mais les problèmes des fonds de la précarité est structurel dans notre société. Nous avons vu que ce n'est pas un problème d'individus qui font de mauvais choix, et c'est que nous vivons des existences fragiles, certains plus, d'autres moins. Et du coup, un problème structurel demande des réponses structurelles, non ? Comment ils pensent de pouvoir réellement faire changer les choses ? On a quand même le sentiment et une certaine assurance de se dire que un changement structurel peut aussi se faire, entre guillemets, par en bas. Et du coup, si on va sensibiliser chaque citoyen dans les entreprises, donc on essaye de s'attaquer vraiment à tout le monde, peu importe justement là vraiment d'où je viens, est-ce que je travaille pour une grande ou une petite entreprise dans le milieu associatif ou non, chaque personne en tant qu'individu finalement et en tant que citoyen, si on va dans des entreprises, dans des écoles, on est déjà allé sensibiliser des élus dans certaines villes, enfin c'est infini en fait les personnes qu'on peut aller sensibiliser, d'une certaine manière on va pouvoir en changeant un petit peu les mentalités petit à petit changer la structure même. Voilà, c'est un peu là où on se situe, c'est un peu de partir des gens et d'en bas en espérant que ça bouge au-dessus. Sincèrement, c'est une belle vision des choses et le combat mené par Entourage pour sensibiliser est respectable. Pour être franc, Guglielmo et moi pensons que ce genre de bataille ne peut pas être mené uniquement par des associations et des actions de sensibilisation. À nos yeux, il manque presque une remise en question du système qui a engendré ces situations de précarité et d'isolement. On aimerait voir ces efforts couplés à des actions agissant structurellement sur le problème. C'est selon nous ce qui manque au discours de Guillaume. Pour autant, encore une fois, les actions menées par Entourage sont importantes. Et quand nous discutons de cette divergence avec lui, il tient à nous rappeler que les personnes engagées dans son association le sont aussi ailleurs. Une manière de nous montrer qu'il n'y a pas une seule façon de s'investir dans les luttes qui ont du sens. Aujourd'hui, on a nous ce qu'on fait, et ensuite on a aussi la personnalité de chacun et chacune au sein d'Entourage. Comment on en parle autour de nous, comment nous on s'investit aujourd'hui. Une grande majorité des salariés, des bénévoles chez Entourage, comme un petit peu partout, sont vachement engagés ailleurs aussi. Est-ce qu'il faut être militant pour être engagé? Que veut dire l'engagement? Où est-ce que je suis engagé? Dans quelle partie de ma vie? Nous, notre idée, elle est de s'arrêter à un moment où on va peut-être se retrouver face à un cloisonnement ou à des frontières qui vont nous empêcher de toucher tout le monde. Notre objectif, et là, peu importe en fait d'où tu viens, qui tu es, je dois te sensibiliser. Je dois. Et c'est comme ça qu'on arrivera à vraiment faire changer les choses. Merci à Guillaume Sénéchal de l'association Entourage pour ses échanges sur l'isolement social, le numérique et aussi sur sa vision de la lutte associative. On vous invite à jeter un œil à l'application pour en savoir plus, l'application Entourage. Pour l'avoir essayée, elle est super bien faite. Merci également à Clara Agnello pour l'association Une Voix pour Elle qui nous a aidés à la préparation du sujet et à la relecture du script. Si cet épisode vous a plu et que vous nous écoutez en podcast ou sur la bande FM de Radio Grenouille, on vous invite à écouter les précédentes émissions disponibles dans vos applis. N'hésitez pas non plus à commenter et à nous laisser des étoiles sur ces dernières. Sur ce, à bientôt. Azerty.